Sciences Po Aix. Et à mes côtés, il y a Franck Biglione, directeur de la formation et des études. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette journée Portes ouvertes 2024. Alors, vous allez assister à une conférence intitulée Les conseils du directeur. On aurait presque pu dire les conseils de l'oncle Rostan. Nous allons donc, à travers ce titre, tout est dit de la journée que vous allez passer avec nous et que nous allons passer avec vous. Il s'agit vraiment de vous éclairer sur ce que peut être une scolarité à Sciences Po Aix. Au fond, nous sommes là pour vous écouter, pour vous entendre, pour vous aider ou à dissiper des malentendus. Il y en a toujours. Il y a un certain nombre de jeunes gens qui ont été peut-être amenés ici parce que leurs parents veulent faire Sciences Po. Je les mets à l'aise. Les parents peuvent faire Sciences Po, on y reviendra tout à l'heure, puisqu'il est possible de faire Sciences Po en formation continue. Donc, mesdames et messieurs, rien n'est jamais perdu. Donc, dissiper certains malentendus, ou au contraire, affermir des vocations. Voilà. Hein, il y a parmi vous, mesdemoiselles, messieurs, des jeunes gens qui ont envie de faire Sciences Po. Et on va essayer de vous aider à comprendre ce que doivent être les efforts qu'il vous faudra fournir dans les prochains mois ou les prochaines années pour vous donner des chances sérieuses de réussir. Alors, cette journée va se dérouler sur deux sites. Alors d'abord, vous êtes répartis dans 3 espaces différents. L'amphithéâtre Bruno Etienne, qui est, comme vous le voyez, une ancienne chapelle. La salle vidéo, qui est un peu plus haut, qui est une salle beaucoup plus moderne. Et puis l'amphi René Cassin, qui est à l'étage. Le nom, à l'exception évidemment de vidéo, le nom de nos 2 amphis est lié à l'histoire de cet établissement. Bruno Etienne a été un très grand professeur de sciences politiques, un des grands penseurs sur l'islam, et l'islamologie et l'islamisme en tant que doctrine politique. Et il nous a quittés désormais, mais son nom est attaché à ce lieu où il a enseigné pendant de très longues années. Et René Cassin, c'est un nom qui vous est sans doute plus familier. René Cassin est un grand juriste, un grand résistant. C'est l'auteur, enfin on le dit, il n'était pas le seul à l'écrire, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais il a été aussi professeur à Aix-en-Provence. Alors à l'époque, Sciences Po n'existait pas, c'était la faculté de droit, et il a été professeur dans cette maison entre 1916 et 1919. Vous voyez, ça remonte à loin, mais je veux y voir le signe que nous sommes très attachés aux traditions, voilà. À l'idée que l'enseignement supérieur, c'est d'abord une histoire de transmission. Alors, la journée elle-même va se dérouler sur 2 sites. Le site historique de Sciences Po Aix, ici, qu'on appelle le site Saporta, du nom de la rue qui dessert nos locaux. Nous sommes place de l'université, d'ailleurs place de l'université parce qu'ici c'était l'université historiquement d'Aix-en-Provence, puis c'est devenu la faculté de droit, et puis après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'en 1956, Sciences Po, l'Institut d'études politiques, Sciences Po Aix a été créé, eh bien, la faculté de droit a déménagé vers le campus Schumann, et Sciences Po a été accueilli dans ces murs. Et puis, avec le temps, nous nous sommes étendus et nous avons une deuxième emprise vers laquelle, d'ailleurs, nous dirigerons à la fin de cette conférence. Cette deuxième emprise est à une dizaine de minutes à pied. C'est l'espace Philippe Séguin. Alors là aussi, c'est un nom qui dira quelque chose, alors aux plus anciens d'entre nous, qui ne dit peut-être pas grand-chose aux plus jeunes, mais vos parents sûrement. Philippe Séguin a été un homme politique, et plus qu'un homme politique, un homme d'État, qui a assumé de très hautes responsabilités dans ce pays. Il a été ministre des Affaires sociales, il a été président de l'Assemblée nationale et premier président de la Cour des comptes. Philippe Séguin a eu des engagements politiques très, très forts, qu'il a assumés. On peut être d'accord ou pas, et ça n'est pas le sujet. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de rappeler ce que j'ai écrit il y a peu de temps. C'est une maison dans laquelle nous sommes extrêmement attentifs à l'esprit de nuance et à l'esprit de considération.
On peut ne pas être d'accord, mais je veille à rappeler à chacun qu'on n'est pas obligé de jeter l'anathème sur celle ou celui avec lequel ou laquelle on n'est pas d'accord. On n'est pas obligé de ruiner la réputation, fût-elle virtuelle et électronique, la réputation de ses adversaires. Bon. Et Philippe Séguin est quelqu'un qui a toujours eu à cœur précisément le respect de l'adversaire. Alors pourquoi a-t-on donné son nom à cet espace qui, comme vous le verrez, est tout à fait intéressant, important, y compris sur le plan patrimonial? Eh bien parce que Philippe Séguin est un ancien élève, ou était un ancien élève de notre maison, et il a été président du conseil d'administration pendant un certain nombre d'années. Son décès a mis fin d'ailleurs à l'exercice de cette éminente responsabilité. Donc vous allez vous répartir sur ces deux sites et vous serez constamment accompagnés par nos ambassadeurs que je remercie, nos étudiants qui sont une dizaine aujourd'hui à se dédier à votre accompagnement, et l'ensemble de nos équipes administratives et enseignantes. Moi compris, je serai à votre disposition, je l'ai dit à certaines et certains d'entre vous. Vous n'hésitez pas à nous arrêter et à nous poser des questions. Nous nous efforcerons d'y répondre toujours avec précision. Il n'y a pas de questions qui ne méritent d'être posées. Les seules questions que nous pourrions nous trouver bêtes sont celles que vous ne nous poseriez pas à la fin de la journée. Et vous rentrez chez vous en vous disant « mince, j'aurais dû lui demander ça ». Sachant que, voilà, si des questions vous venaient à l'esprit demain ou après-demain, il sera toujours possible d'y répondre et vous trouverez toujours quelqu'un pour vous renseigner. Alors vous allez, je l'espère, intégrer un jour Sciences Po Aix, même si, je le dis d'emblée, ça n'est pas le projet d'une vie. Hein. Voilà. Si vous ne rentrez pas à Sciences Po Aix, ça ne changera pas la face du monde et ça ne changera peut-être même pas votre propre existence. Voilà. Moi-même, je n'ai jamais fait Sciences Po Aix, ni jamais aucun Sciences Po, ce qui est évidemment le comble de l'imposture ou une forme d'habileté qui m'a permis de me retrouver à cette place sans avoir suivi ce cursus tout à fait intéressant dont je vais vous parler dans un instant. Ce que je viens de vous dire, évidemment, ne doit pas être mésinterprété. Je vous souhaite d'entrer à Sciences Po. Mais si, pour une raison ou une autre, vous n'y parvenez pas, ça n'est pas grave. Voilà. Et moi, je m'attacherai à vous dire dans les minutes qui viennent que, à part des choses absolument définitives, à part la guerre, la maladie, il n'y a pas grand-chose de très très grave. Il faut quand même que vous le sachiez. Et je m'adresse tant aux futurs candidats qu'à leurs parents. Voilà. Il faut que vous gardiez la tête froide. Voilà. Alors je sais qu'on est dans un environnement extrêmement anxiogène. Je sais que Parcoursup est là pour vous, pour mettre vos nerfs à vif. Mais voilà, notre rôle d'adulte, c'est de rassurer nos enfants. Et c'est de leur dire, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Moi, je vais essayer de t'aider à accoucher d'une vocation qui réponde à ce que sont tes talents, à ce que sont tes attentes, tes envies. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de faire Sciences Po Aix, et puis que dans 6 mois, ben vous aurez une autre envie. Eh bien, ça n'est pas grave. Voilà. Alors, je ne sais pas quelles sont les informations que vous venez chercher spécifiquement, mais en général, et avec le temps, je me rends compte qu'on est à peu près capable de répondre à toutes vos questions. Et mon propos là ce matin, c'est plutôt d'introduire la journée sans entrer dans le détail, même s'il est prévu en fin de conférence une séance questions-réponses, du moins je l'espère. Et c'est pour ça que je suis accompagné de mon collègue et ami Franck Biglione, qui lui sait tout. Moi, je ne sais pas grand-chose, mais lui, il sait à peu près tout sur ce que l'on doit savoir si on veut rentrer dans cette bonne maison. Alors, intégrer Sciences Po Aix, c'est intégrer une grande école. Alors, grande école, tout d'un coup, ça fait naître des étincelles dans les yeux du public. Grande école, on traduit ça par la grande école, c'est pas une université. La grande école, c'est une école où nous ne vivrons pas les problèmes qui sont parfois liés à la vie universitaire plus classique. Je voudrais tendre le cou tout de suite à cette vision d'esprit. Voilà.
Grande école, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pour être tout à fait honnête. Quand vous vous promenez dans le monde, vous dites, oh, il y a Sciences Po, it's a grande école. Oh, what is a grande école? Ça n'a aucun sens. C'est une espèce de, de, de tic de langage très français où on aime catégoriser les choses, établir des lignes de fracture entre les uns et les autres. On est une grande école parce que nous sommes membres de la conférence des grandes écoles. Pas mal. La conférence des grandes écoles, c'est une instance nationale qui rassemble 230 ou 235 écoles, toutes spécialités confondues, des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, et puis d'autres écoles un peu inclassables, dont font partie des instituts d'études politiques. Voilà. Alors les plus nombreux sont organisés en chapitres, c'est-à-dire en sous-groupes au sein de la conférence. Nous sommes un petit peu les chiens fous de la conférence des grandes écoles, ça me va bien. Et évidemment, pour entrer à la conférence des grandes écoles, il faut répondre à un certain nombre de critères de qualité. Alors, il y a un mot que je ne prononcerai qu'une seule fois et que je ne prononcerai plus d'ici à la fin de ma conférence, c'est le mot excellence, qui là aussi fait naître généralement des attentes que nous ne serons pas en mesure de satisfaire. Je vous le dis tout de suite, l'excellence, là aussi, c'est comme grande école, ça ne veut pas dire grand-chose. Tout le monde est excellent en France. Tout le monde est excellent et tout le monde se prétend excellent. Ma préoccupation, je le dis, je le répète année après année, c'est la pertinence. Ce qui, moi, me préoccupe, c'est de vous proposer, de proposer à vos enfants une formation pertinente, c'est-à-dire une formation qui réponde à leurs attentes et qui nous permette d'assurer à vos enfants une professionnalisation leur ouvrant rapidement le marché du travail. Mon travail, c'est de faire en sorte que vos enfants trouvent un travail et qu'ils le trouvent vite et qu'ils le trouvent à un bon niveau de responsabilité et qu'ils le trouvent à un bon niveau de rémunération si l'argent est une préoccupation pour eux. Parce qu'on constate que pour beaucoup d'élèves et d'étudiants, c'est une préoccupation, mais qui intervient au second ou au troisième rang. Mais aujourd'hui, on a des chiffres qui nous permettent de dire que une élève ou un élève qui sort de Sciences Po Ex trouve du travail à 92% dans les 18 mois, il est inséré, et il est inséré à un salaire moyen de 35 500 € annuels, salaire brut, ce qui n'est pas mal pour commencer dans la vie professionnelle. Donc nous sommes une grande école, mais je le disais tout à l'heure, moi je n'oppose pas les grandes écoles à l'université, nous sommes une grande école universitaire. D'abord, on est une grande école publique. Ce qui explique que si vous venez à Sciences Po Ex, les droits d'inscription sont des droits d'inscription modérés, 930 €, 980. Alors c'est un choix que nous faisons, tout le monde ne l'a pas fait, mais c'est un choix auquel moi j'ai été attentif. Nous sommes une grande école publique qui répond aux exigences les plus élevées de ce que doit être une université. Voilà. Que nous délivrons des diplômes qui sont des diplômes reconnus par l'État, ce qui nous donne évidemment une responsabilité. Alors si je bannis le mot excellence de mon propos, le mot responsabilité reviendra souvent dans ma bouche. Je considère que nous avons une responsabilité. Responsabilité à l'égard de la nation d'abord, qui nous permet de fonctionner avec des moyens qu'on trouvera toujours trop modestes, mais qui existent. Et ces moyens, ils nous sont fournis souvent par des parents dont les enfants ne seront jamais nos élèves. Donc ça nous donne une responsabilité vis-à-vis de la nation. Une responsabilité vis-à-vis des parents. Alors les parents et leurs enfants ne sont pas nos clients. Je le dis là aussi tout de suite. Ce sont les usagers d'un service public. Et service public, dans ma bouche, ça prend tout son sens. C'est vraiment une notion qui est fortement chargée de responsabilité. Donc nous sommes une grande école universitaire, c'est-à-dire que nous dispensons ici un enseignement universitaire. Nous sommes enseignants du supérieur, enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs, professeurs, maîtres de conférences sont des gens dont le métier est de transmettre des connaissances. Et leur statut est un statut lié évidemment à la reconnaissance de compétences. Donc nous sommes une grande école
grande école universitaire, une grande école universitaire pluridisciplinaire. C'est-à-dire que vos enfants, et mesdemoiselles, messieurs, si vous entrez, si vous poussez la porte de cette école, vous ferez du droit, vous ferez de l'économie, vous ferez de la science politique, de la sociologie, de l'histoire, de la gestion, des langues, du sport. Le sport est obligatoire ici. On est le seul IEP où le sport est obligatoire. Qu'est-ce que j'en ai oublié? De l'informatique, des lettres, bien entendu. Les lettres, la culture. Alors, culture générale. Voilà une expression qui suscite bien des débats. Bon, moi, je n'ai aucun problème à utiliser la formule à partir du moment où ça renvoie à ce que j'appellerais des savoirs universels. Nous sommes toujours soucieux de trouver le bon équilibre entre des compétences disciplinaires aiguisées et un socle de culture qui permettra aux diplômés de cette maison de se mouvoir confortablement dans la vie professionnelle et la vie sociale. Il ne s'agit pas ici de vous donner un vernis mondain, il s'agit plutôt de vous permettre d'avoir les outils qui vous amèneront à mettre en relation des savoirs qui peuvent être apparemment très cloisonnés les uns par rapport aux autres. Et tout d'un coup, vous avez un regard sur les faits sociaux, sur les faits politiques, sur les faits économiques, qui est beaucoup plus ouvert que celui de la plupart de vos congénères. Vous êtes capable de mettre en perspective, vous êtes capable de prendre de la hauteur. Et là aussi, ça permet de tordre le cou à une formule que vous avez peut-être entendue, faire Sciences Po, c'est ne rien savoir sur rien, mais être capable de parler de tout. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nos diplômés acquièrent des compétences et des compétences solides, mais ils acquièrent aussi une méthode de raisonnement. Alors peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus loin, mais souvent on se fait une fausse idée de ce que deviennent nos étudiants. On imagine qu'un étudiant qui a fait ou une étudiante qui a fait Sciences Po X ou Sciences Po, ce qui m'amènera d'ailleurs à vous parler du réseau, est destiné à n'occuper que certains types de métiers. Les métiers support, la communication. En fait, quand vous regardez le devenir professionnel de nos étudiants, ils sont pour beaucoup dans des fonctions opérationnelles. Si vous passez le concours pour devenir officier de gendarmerie nationale, si vous êtes commandant d'une compagnie de gendarmes mobiles, vous êtes dans du concret, hein, dans du concret, dans de l'opérationnel. Si vous travaillez à la CMA-CGM et que vous êtes l'adjoint pour commencer à un chef de ligne, ben vous êtes dans du concret. Si vous êtes directeur ou directrice d'hôpital, vous êtes dans du concret. Donc voilà, nos élèves ont ceci de plus par rapport à beaucoup d'autres diplômés. Ils ont des compétences disciplinaires, ils ont une culture générale, et puis ils ont des compétences extracurriculaires qui leur seront extrêmement précieuses. Je reviendrai dans un instant sur ce point. Alors oui, j'ai évoqué le réseau. Effectivement, Sciences Po X est membre d'un réseau d'IEP. Nous sommes 7, alors dans l'ordre, non pas de préférence, mais je vais du nord au sud. Lille, Strasbourg, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Lyon, Toulouse, Aix. Vous allez passer, pour ceux qui sont en terminale et qui sont inscrits au concours, vous allez passer un concours qui vous donnera accès à l'un de ces établissements. Alors comment est-ce que on se retrouve à Toulouse plutôt qu'à Aix plutôt qu'à Lille ou à Lille plutôt qu'à Lyon? Ça dépend d'abord de l'ordre de vos choix et évidemment de vos résultats. Pour dire les choses simplement, si vous êtes première ou premier, ce que je vous souhaite au concours, vous choisirez ce que vous voudrez. Si vous êtes dernier, vous prendrez ce qui reste. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait républicain, ça ne me choque pas et c'est très bien ainsi. Voilà. Après, j'entends bien que ça peut mécontenter les gens parce qu'ils préféraient aller ici plutôt que là. Sachez que il est toujours possible de rattraper le coup, si j'ose dire, puisque effectivement, en 5e année, les élèves ont la possibilité de faire ce que l'on appelle une mutualisation, c'est-à-dire faire leur 5e année dans un autre IEP que l'IEP dans lequel ils sont entrés. Ce qui est assez commode parce que ça permet effectivement
aux élèves d'aller vers l'IEP, où il y a une formation qu'on ne trouve que dans cette IEP. Parce qu'effectivement, il y a un socle commun à tous les IEP, puis nous avons toute une série de spécialités. Je pourrais revenir, si vous le voulez, sur les spécialités de Sciences Po Ex. Et c'est vrai que les candidates et les candidats peuvent avoir à l'esprit ces spécialités lorsqu'ils passent le concours, et ils peuvent être déçus de se retrouver dans un IEP qui ne correspondait pas à leurs attentes premières. Alors, la formation à Sciences Po, enfin en tout cas à Sciences Po Ex, les deux premières années sont des années au cours desquelles vous allez recevoir un enseignement sur les disciplines fondamentales. Toutes ces disciplines dont je vous ai parlé tout à l'heure, le droit, l'économie, la science politique, les enseignements de culture générale, la sociologie, les langues vivantes. Une semaine de cours en première et deuxième année, c'est quoi? C'est une vingtaine d'heures de cours. Bon. C'est beaucoup, et les ambassadeurs qui sont là ne diront probablement pas le contraire, mais ça n'est pas tant que cela. Hein. Ça vous permet effectivement d'avoir du temps pour travailler, et puis du temps aussi à consacrer à la vie associative, qui est un des points importants de la vie étudiante dans cette maison, et j'aurai l'occasion d'y revenir. La troisième année, c'est une troisième année de mobilité. Mobilité internationale. Cette mobilité internationale, on vous l'expliquera bien mieux que je ne pourrais le faire cet après-midi, cette mobilité internationale peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une mobilité dans une université. Nous avons 145 partenaires à travers le monde. Vous pouvez vous retrouver dans une université américaine, canadienne, chinoise, japonaise, coréenne, géorgienne, ou dans un pays d'Europe, évidemment, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, que sais-je encore, en Amérique latine. Bon. L'affectation dépend de vos alors de critères, évidemment, vos aptitudes linguistiques, et puis vos résultats en première et en deuxième année. C'est comme ça que se fait l'appariement. Mais vous pouvez aussi choisir de faire une mobilité mixte. Un semestre en université, un semestre en stage. Et on a même désormais des étudiants qui choisissent de faire 2 semestres de stage à l'étranger. Seule condition, on ne peut pas faire les 2 semestres dans le même pays. Donc il est tout à fait possible de faire un semestre dans une banque française à Tokyo, et puis le second semestre dans un journal associatif à Vancouver. Ça, c'est des choses vues, ce n'est pas une invention. Alors, les stages, pourquoi est-ce qu'on donne cette possibilité? Parce que nous sommes très attentifs à la professionnalisation de nos étudiants. Professionnalisation, c'est souvent un mot perçu de manière péjorative. Pas du tout pour ce qui me concerne. Je vous l'ai dit, l'idée que je me fais de la responsabilité qui est la mienne est une idée qui me conduit à considérer que nous devons aider vos enfants à trouver un emploi, et un emploi rapidement. Alors, évidemment, on me dit parfois, ah oui, mais c'est une lecture utilitariste de l'enseignement supérieur. Et j'ai toujours beaucoup de joie à répondre à ce genre d'argument en disant, mais vous racontez n'importe quoi. Nous n'en rabattons jamais sur notre niveau d'exigence. La professionnalisation, c'est la combinaison de 2 exigences. La première, un enseignement universitaire de très haute qualité. Il faut acquérir des compétences, et notamment des compétences disciplinaires. Il est tout à fait hasardeux de vouloir faire sans cela. Et la deuxième exigence, c'est la nécessité d'acquérir toute une série de compétences extracurriculaires, c'est-à-dire des compétences que vous ne trouverez pas dans des cours magistraux ou même dans des conférences de méthode, sur le savoir-être, sur des compétences transverses, comment construire, maîtriser un budget, comment se comporter en entretien, enfin, toute une série de choses qu'on ne peut pas apprendre dans un cours, et que l'on va souvent acquérir à la faveur de stages. Pas que, puisque nous avons des enseignements dédiés à travers un dispositif qui vous sera présenté qui s'appelle Itinéraire,
mais aussi à la faveur de ces stages. Donc nous encourageons nos étudiantes et nos étudiants à faire des stages. Et d'ailleurs, un étudiant qui finit Sciences Po Ex est un étudiant ou une étudiante qui peut avoir fait 1 an, voire 1 an et demi de stage sur ses 5 ans de scolarité. 6 mois en 3e année, 6 mois en 5e année, plus les 6 semaines de stage, alors qu'on a appelé stage ouvrier, qui est un stage que vous pouvez faire, voilà, il faut que vous ayez fait ces 6 semaines, quoi qu'il arrive à la fin de votre cursus. Ça peut être des jobs d'été, ça peut être, enfin, Monsieur Biglione vous répondra mieux que moi. Et vous ajoutez à cela la possibilité même d'une année de césure. On en a de plus en plus d'étudiants qui décident effectivement de prolonger leur scolarité d'une année par une expérience qui peut être une expérience soit universitaire à l'étranger, soit professionnelle. Et je ne parle pas de l'alternance, qui est un dispositif que nous avons là aussi développé et que nous sommes en train de quasiment généraliser. Les étudiantes et les étudiants qui le souhaitent peuvent devenir, et là je vais utiliser volontairement un terme qui a toujours été très mal perçu, mais qui à mes yeux a toutes les qualités, peuvent choisir d'être apprentis. Alors on ne le dit plus maintenant, c'est dommage, mais être un apprenti, je trouve que ça correspond exactement à ce qu'est l'alternance. On apprend un métier. Et 90% des élèves qui sont en alternance sont gardés par la structure qui les... Alors, ce n'est pas le cas peut-être dans le public, mais dans le privé, sûrement, sont gardés par la structure qui les a accueillis, qui a investi sur leur formation. Donc, on est très, très loin d'une forme d'utilitarisme. Un enseignement, je le répète et j'insiste sur ce point, un enseignement de très haute qualité. Et qu'est-ce qui fait que l'enseignement est d'une haute qualité dans une maison comme la nôtre? Le fait que nous ayons établi une jonction et que nous veillons à ce qu'il y ait une jonction constante entre l'enseignement et la recherche. Nous sommes, je l'ai dit, des enseignants-chercheurs. Alors pour les gens qui viennent du monde des sciences dures, des sciences dures et inhumaines par contraste avec les sciences molles et humaines, c'est toujours un peu mystérieux. Comment est-ce qu'on peut être chercheur en sociologie, en droit? En fait, on écrit des articles, on conduit des enquêtes de terrain pour les sociologues, on produit des livres. Et cette production intellectuelle au long cours vient nourrir nos enseignements. Nos enseignements. Donc, très haut niveau d'exigence sur le plan pédagogique et scientifique, et puis cette préoccupation constante de professionnaliser vos enfants. Au terme de la 3e année, il faut revenir à la maison. Voilà. Ah, ça, c'est toujours le moment compliqué. Revenir des Amériques lointaines, retrouver cet amphi qui ne manque pas de charme, mais qui tout d'un coup paraît un peu étriqué. Donc nos élèves sont généralement transformés par cette année à l'étranger. C'est vraiment une année fondamentale et fondatrice dans leur vie étudiante, dans leur parcours étudiant, mais plus largement dans leur vie tout court. Parce que pour certains, c'est la découverte du vaste monde. Hein. Et ça, c'est une expérience qui transforme. Alors, il faut revenir et il faut faire des choix. Et il faut notamment faire le choix d'une spécialité. Au fond, il y a des mineurs et des majeurs. Et à un moment donné, il faut identifier ce qu'est la majeure. Donc, faire le choix d'une discipline qui structurera votre parcours ensuite. Nous reviendrons sur la gamme très large de choix que nous vous proposons, sachant que, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, acquérir des compétences disciplinaires, et là ça prend tout son sens évidemment, puisque vous allez vous spécialiser, et puis le faire avec le souci d'entrer ensuite dans un métier du public ou du privé. 55%, alors ça varie d'une année sur l'autre, mais 55% de nos élèves vont dans le privé, 45% dans le public. Alors, il y a maintenant plus de gens aller dans le privé que dans le public. Enfin, bon, ça se répartit 40-60, quoi, en gros, sur une période plus longue. Entrer dans un métier, ces métiers, ils sont innombrables. On peut travailler dans une organisation internationale, on peut être consultant, on peut rentrer à la Banque de France, on peut devenir commissaire de police, on peut devenir lieutenant de gendarmerie, on peut devenir directeur d'hôpital, on peut devenir magistrat,
On peut pousser la porte de l'INSP, c'est-à-dire l'ancienne ENA. Enfin, on peut devenir enseignant-chercheur. Toutes les carrières sont envisageables quand on sort d'une école comme la nôtre. Et puis la 5e année, c'est une année où on va parfaire cette spécialisation, c'est-à-dire que les élèves, lorsqu'ils sont diplômés, sortent avec 2 diplômes au moins. Le diplôme de Sciences Po Ex, qui vient valider toute une série de connaissances sanctionnées par des épreuves, notamment le grand oral et le mémoire. Ce diplôme de Sciences Po Ex vaut grade de master, il est reconnu évidemment par l'État, et puis un master, diplôme national, master en géostratégie, défense, sécurité internationale, master en politique européenne, master projet culturel et mécénat, carrière publique, je ne vais pas tous les citer parce que je risque d'être étourdi et évidemment vexer les collègues que j'aurais oublié de citer. Voilà, donc entrer dans Sciences Po Ex, c'est entrer dans un cycle de formation de 5 ans, pluridisciplinaire, une école à taille humaine, vous l'avez vu, hein, on n'est pas dans un espace illimité, 1800 étudiants à peu près, et en tout, hein, sur l'ensemble. Donc c'est une belle aventure dans laquelle vous pourriez vous engager. Alors quelques conseils, puisque c'est de cela que l'on attendait de moi. Quelques conseils avant que de répondre à vos questions. Comment prépare-t-on le concours de Sciences Po Ex? Enfin, le concours commun. Première question, faut-il choisir des spécialités? Non. Faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Faites ce que vous avez envie de faire. Nous n'avons absolument aucune attente, aucune exigence de ce point de vue. Nous nous fichons comme d'une guigne de savoir ce que vous avez fait avant. Pour une raison simple, vous avez passé, on dit, plus personne ne dit ça en fait, je m'en fiche comme d'une guigne, c'est complètement... vous avez passé un concours écrit et anonyme. Nous ne tenons aucun compte des lettres de recommandation, rien de tout cela ne nous intéresse. C'est un concours écrit et anonyme, ce qui nous paraît être la forme la plus juste de sélection. On se fiche de savoir si vous avez eu le bac avec mention ou pas, puisque on peut avoir une mention très bien. D'ailleurs, je constate par rapport à ma génération et peut-être celle de vos parents qu'il y a une petite inflation sur les mentions très bien ces dernières années. Alors, c'est l'évolution de l'espèce probablement, mais bon, voilà, convenons-en, ça n'est plus très sérieux. Voilà. Alors ça fait plaisir au repas de famille que de dire que l'on a, ou de rappeler qu'on a affronté un quasi prix Nobel, mais enfin, moi je pense que le plus important c'est d'avoir de très bonnes notes le jour du concours. Hein. Voilà. Voilà. Ça c'est capital. Alors pour ça, il faut bien vous préparer. Bien vous préparer, c'est d'abord arriver l'esprit ouvert. Et vous aurez l'esprit d'autant plus ouvert que vous aurez choisi des spécialités qui correspondent à ce que vous avez envie de faire. Alors ils me disent, oui, mais enfin, si on fait des mathématiques, ça ne nous servira à rien. Détrompez-vous. D'abord, nous avons quelques enseignements qui nécessitent une bonne maîtrise des mathématiques. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais pu faire Sciences Po moi-même. Par exemple, analyse quantitative des données. Il y a un cours de remise à niveau scientifique pour celles et ceux qui veulent faire leur mobilité, non pas à l'étranger, mais dans un endroit qui, à mes yeux, est encore plus exotique, l'école centrale, puisqu'en 3e année, il y a la possibilité pour des élèves qui le souhaitent, parce qu'ils ont une inclination pour les sciences, d'aller faire une mobilité à l'école centrale et revenir de l'école centrale avec un diplôme de l'école centrale, pas le diplôme d'ingénieur, mais un diplôme de culture scientifique approfondie. Pas mal. Et puis, bon, quand on regarde le profil de nos étudiants, si je raisonne par rapport aux anciens bacs, eh bien, on avait à peu près 30% de bac S, hein, 40% de bac ES, et puis le reste des bacs littéraires. Bon, voilà. Ça veut dire que le concours est ouvert à toutes celles et ceux qui préparent bien leur baccalauréat,
et puis qui respectent un certain nombre de consignes que je vais vous délivrer dans un instant. Alors après, faut-il faire une prépa? Ben, ça dépend de vous, en fait. Si vous êtes poussé par un altruisme qui vous conduit à considérer que les riches propriétaires de classes préparatoires, les personnes qui animent des centres de préparation très coûteux, si vous considérez que leurs enfants doivent avoir encore plus de cadeaux aux fêtes de fin d'année, vous pouvez vous y inscrire. Bon. Mais ne comptez pas sur moi pour vous donner des conseils à cet égard. Nous ne faisons pas du tout le même métier. Voilà. En revanche, si vraiment vous avez besoin d'être rassuré, il y a une prépa qui est labellisée par les IEP, c'est la prépa Tremplin, qui a deux mérites. C'est une prépa en ligne et c'est une prépa qui est financièrement très accessible. Voilà. Et ça, c'est important pour nous. Elle est en ligne, elle est financièrement accessible et elle est labellisée, c'est-à-dire qu'elle délivre un service qui est ajusté à nos attentes. Mais après, nous sommes, Dieu merci, dans un pays de liberté et chacun fait comme il pense devoir le faire. Voilà. Si vous considérez que vos enfants ont besoin, soit pour être rassurés, soit pour... Et je ne jette pas l'anathème, j'ai mis des rieurs de mon côté, il y a des gens qui font leur travail sérieusement hein, aussi. Donc ça, c'est votre sujet de préoccupation, ça ne peut pas être le nôtre. Donc bien préparer son bac me paraît être la façon la plus sûre de bien préparer le concours. D'ailleurs, et vous pourrez poser la question à nos ambassadeurs, je pense que plus de la moitié d'entre eux n'ont pas fait de prépa. Plus de la moitié d'entre eux ont eu le concours sans faire de préparation particulière, en dehors de la préparation de leur baccalauréat. Puis après, il y a des consignes dont il faut tenir compte, mais ce sont des consignes de bon sens. Il faut être ouvert au monde. Être ouvert au monde, c'est quoi? C'est dire la presse. Alors, on bannit TikTok, c'est pas la presse, hein. Instagram, presse. On n'apprend pas grand-chose hein, là. Et je suis moi-même victime d'Instagram. Je suis sur Instagram. Alors ça me permet de suivre les activités trépidantes de mon fils. Mais je suis comme tout le monde. Je me mets à scroller et tout d'un coup, je me transforme en débile mental, quoi. On m'appelle pour passer à table, je ne réponds plus. Je fais des insomnies. J'adopte une façon de parler. Voilà. Non, vous oubliez tout ça. Voilà. Vous le faites si vous voulez de temps en temps, mais quand j'y lis la presse, c'est lire Le Figaro, Le Monde, Libération, La Croix, en fonction de vos sensibilités. Voilà. Mais un quotidien de temps en temps, je vous dis même pas de lire tous les jours, mais d'avoir une connaissance un peu suivie de l'actualité. C'est aussi regarder un journal télévisé qui se tient. Donc vous oubliez CNews, vous oubliez BFM, vous oubliez LCI, TF1, France 2, où on vous parlera de la situation au Moyen-Orient à la 25e minute du journal télévisé, après vous avoir parlé des fabricants de pipes de Saint-Claude, de la énième épidémie de grippe aviaire. Bon. Non, vous regardez le journal d'Arte, qui est très bien fait, un quart d'heure, et éventuellement vous prolongez avec l'émission qui suit, là, 28 minutes, qui est très, très, très chouette, ou France 24, encore mieux. Puis France 24, vous pouvez le regarder en français, en anglais, en espagnol ou en arabe. Donc, ça vous permet là aussi de cultiver vos capacités linguistiques. Bon. Vous lisez aussi. Vous lisez. Faut lire des vrais livres. Vous savez, cet objet avec des pages que l'on tourne de temps en temps. Je vous vois, mademoiselle, vous avez un téléphone portable, ça ressemble à ça, mais il y a des pages. Et vous verrez, ça déclenchera chez vous des sensations extrêmement agréables. Hein. Le sentiment, tout d'un coup, de s'élever. Et vous lisez ce que vous voulez, mais lisez. Pourquoi c'est important de lire? D'abord parce que quand on lit, on apprend à parler, à écrire. Et ça, ce sont des compétences qui vous seront utiles tout au long de votre cursus ici et bien au-delà. Et bien au-delà. Regardez des séries.
en anglais si vous préparez l'épreuve d'anglais, en espagnol, en allemand. Regardez des séries dans la version originale. Alors, ne vous abêtissez pas non plus, mais voilà, ça fait partie des manières ludiques de bien vous préparer. Allez au cinéma. Et au cinéma, allez voir. Enfin, j'ai un collègue dont je tairai le nom qui disait il faut surtout pas lire de romans mainstream et ne pas aller voir des films populaires. Il se trouve que je passe mes vacances parfois avec lui, je sais qu'il lit des romans mainstream, donc bon, je ne vous dirai pas la même chose. Vous pouvez lire des romans policiers, mais lire des romans policiers ne doit pas vous interdire de lire Romain Gary, par exemple. Grand auteur, accessible, qui vous ouvrira l'esprit. Ben, le cinéma, c'est pareil. Cette semaine, il y a un très bon film qui sort, qui s'appelle Zone of Interest, qui est un film sur l'univers concentrationnaire, mais ça ne vous empêche pas d'aller voir Mission Impossible. Enfin, la culture, c'est ça. Ça n'est pas être dans un silo, c'est être au contraire très ouvert, être capable de passer d'un registre à l'autre. Et puis soyez enfin attentifs à l'orthographe, à la graphie et à l'orthographe. Vous allez composer à l'écrit. Si votre copie est illisible, vous êtes sûr que la correctrice ou le correcteur dira bon. Si votre copie comporte 15 fautes d'orthographe, 15 fautes d'orthographe dès la première page, ça ne mettra pas la correctrice ou le correcteur de bonne humeur. Hein. Donc, travaillez l'orthographe. Faites en sorte de... Je n'attends pas de vous, et personne n'attend de vous, que vous deveniez Émile Zola et que ce soit célèbre. Mais voilà, des phrases simples, mais correctement rédigées, sans faute, et lisibles au niveau graphique. Surtout, je le répète, soyez curieux. Soyez curieux. Ce qui fera de vous une ou un élève de Sciences Po Ex et une ou un élève de Sciences Po Ex épanoui, c'est votre capacité d'émerveillement. Vous devez être curieux de tout. Rien ne doit vous rebuter. Vous devez vraiment être à l'affût du vaste monde qui vous entoure, parce que c'est ça qui donne du sel à la vie, et rien d'autre. Cultivez votre singularité. La bonne copie, enfin, moi je ne corrige pas les copies d'entrée, mais je corrige quand même pas mal de copies, et je sais quel est le danger qui guette, c'est de lire toujours la même chose. Alors évidemment, je ne vous demande pas de renverser la table, mais la bonne copie, c'est la copie qui sortira un peu de l'ordinaire. C'est elle qui mobilisera des références qui vont au-delà de la bibliographie du concours, qui laisseront à penser au correcteur que tiens, voilà un ou une candidate qui a fait un peu plus. Et j'en reviens à ce que je vous disais auparavant. Lisez, allez au cinéma, ouvrez-vous l'esprit. Voilà. Mais j'insiste sur un point quand même. La singularité, c'est très bien, hein, c'est ce qui magnifie l'individu, et l'individu ne doit jamais être écrasé par le collectif. Mais l'individu ne doit jamais oublier qu'il fait partie d'un collectif. Voilà. Hein, on est entré dans une époque où l'individuation des causes fait que chacun pense être sa propre église et que chacun va considérer que ses droits individuels sont absolument intouchables. Oui, enfin, la vie n'a de sens, surtout dans une démocratie comme la nôtre, que si nous n'oublions jamais que nous appartenons à une communauté qui nous dépasse, la communauté des citoyens. Voilà. La communauté nationale, c'est une communauté de citoyens. Donc ne l'oubliez jamais. Nos personnes sont importantes, mais elles ne sont importantes que si nous n'oublions pas nous-mêmes que nous appartenons à un ensemble qui est plus vaste que nos seuls, et dont l'importance dépasse aussi parfois l'importance de nos propres existences. C'est un peu grave ce que je vous dis, mais c'est quand même, et ceux qui travaillent avec moi le savent, un point auquel moi je suis extrêmement attaché, que je ne manque jamais de rappeler à nos élèves à un moment où les réseaux sociaux s'enflamment pour un oui ou pour un non. Et ça m'amène à évoquer ce qui est une valeur forte de l'école et ce qui doit être aussi une valeur qui guide vos existences,
c'est le souci d'être utile à la communauté. Voilà. Être utile aux autres. Et on est utile aux autres de bien des manières. En s'engageant, par exemple, dans la vie associative. Cette vie associative qui est tournée vers des activités à la fois ludiques et d'utilité collective. Quand on est membre d'Interface, par exemple, qui est une de nos associations, eh bien, on va conduire des projets humanitaires, on va faire des maraudes, on va aller vers ceux qui en ont besoin, les plus vulnérables. Quand on est membre du CASA, le comité d'action sociale Aixois, pareil. On a le sentiment que quand on a la chance d'être dans une école comme celle-là, eh ben, il faut aller vers ceux qui n'ont pas eu cette chance-là et qui parfois ont besoin de plus. Quand on est membre d'IEP pour tous, c'est pareil. On fait du soutien scolaire, on est soucieux d'être utile. Et ça fait partie des valeurs que vous devez intégrer. Et je serais tenté de dire que vous intégriez ensuite ou pas Sciences Po. Ce sont des valeurs qui vous seront utiles tout au long de votre vie. Enfin, et j'en terminerai là, je vous rassure, j'ai peut-être été un peu trop long, enfin, croyez en vous. Alors, souvent, les élèves, y compris les élèves qui ont poussé la porte de cette école, ont un déficit de confiance en eux-mêmes. Ah oui, mais alors il y a une formule moi, qui me horripile. Est-ce qu'on est légitime? D'abord, si vous êtes entré là, c'est que vous avez quelques talents, mais même si vous n'y entrez pas, vous avez des talents. Et si vous n'avez pas confiance en vous, laissez vos parents et nous-mêmes avoir confiance en vous. Voilà. Moi, je suis sûr que chacune et chacun a ici des talents qui ne demandent qu'à être valorisés, quel que soit ce que vous ferez ensuite. Et puis, on a le droit de se tromper, en fait. Pourquoi est-ce que je n'aime pas beaucoup le mot excellence? Parce que c'est une espèce de vertu de pacotille que l'on met en avant pour oublier ou feindre d'oublier une chose qui est à mes yeux très importante. La vie est faite d'échecs successifs. Une vie accomplie, c'est une vie où on s'est beaucoup trompé, où on a mis parfois le genou à terre, mais où on a trouvé aussi la ressource de se relever. Voilà. Et ce qui fait qu'on parvient à se relever, c'est qu'à un moment donné, on a confiance en soi, et si on n'a pas confiance en soi, on est entouré de gens qui nous donnent confiance. Et notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que vos enfants, s'ils entrent dans l'école, aient confiance ou gagnent constamment confiance en eux. Parce que c'est la meilleure clé pour entrer dans une vie dont je sais qu'elle va être compliquée. C'est-à-dire que vous appartenez, vous, à une génération qui est confrontée à des enjeux qui sont des enjeux bien, bien plus inquiétants que ceux que vos parents ou vos grands-parents ont eu à affronter. Le défi climatique, le retour de pandémies médiévales, la guerre qui est à nos portes. Alors on a le choix entre deux attitudes. L'attitude malheureusement dominante qui est dans l'air du temps, c'est une génération sacrifiée. Qu'est-ce que vous souffrez, les enfants? Et on vous entend, on sait que vous souffrez. Ça n'est pas du tout mon choix. Voilà, je vous le dis tout de suite. Vous ne trouverez jamais auprès de moi l'oreille attentive qui consisterait à vous dire que vous souffrez. Non. Moi, je vous dirai toujours, j'entends ce que vous me dites, mais vous avez la chance de pouvoir affronter ces défis. Et nous allons vous donner des outils qui vous permettent d'affronter ces défis. Vous entrez dans une école comme celle-là, vous avez une responsabilité à l'égard de la société tout entière. Vous serez amené à exercer des fonctions de dirigeante et de dirigeants dans le secteur privé, dans le secteur public. Ça vous donne une responsabilité. Et cette responsabilité, pour bien l'assumer, vous devez disposer des compétences nécessaires. Donc moi, mon projet pour vous, c'est ça. C'est de vous aider à entrer dans ce monde compliqué en ayant tous les outils intellectuels, tous les outils comportementaux qui vous permettront de faire face. Faire face, ça c'est important. Et au fond, nous voulons vous mettre en mesure de comprendre, nous voulons vous mettre en mesure d'oser, imaginer des solutions qui peuvent être innovantes, et on veut
aussi et peut-être surtout vous mettre en mesure d'agir. Comprendre, oser, agir. Ce sont les 3 verbes d'action qui nous permettent de décliner la devise de notre école, dépasser les frontières pour libérer les intelligences. Je vous souhaite une très bonne journée portes ouvertes et maintenant, nous allons répondre à vos questions. On se donne 15 minutes. Y a-t-il des questions parmi vous? Levez la main. Levez la main, quoi. Oui, on va en prendre 2 ou 3 à chaque fois. Alors, de grâce, des questions courtes. Hein, questions synthétiques. Pas de commentaires, de digression. On veut des questions. Alors, au fond, et puis, madame, au premier rang. On commence par en haut, puis ensuite en bas. Oui. Oui, monsieur. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Merci déjà pour ces précieux conseils. Et en tant que parent, ça rassure énormément. Alors ma question, parce qu'il faut aller vite. On est assez néophyte, effectivement, sur l'entrée à Sciences Po. Donc, c'est bon ? J'ai cru parcourir sur le site différentes façons de rentrer à Sciences Po. Est-ce que c'est à vous qu'on doit s'adresser ou on aura des réponses tout au long de la journée ? On va vous donner différentes voies d'accès. Très bien. Donc c'était ma question. Donc, je vais libérer la parole. Il y a une deuxième question ? Non. Bon, ok, alors on va en prendre une deuxième, là. Madame au premier rang, attendez qu'on vous amène un micro. Et monsieur avec un pull orange juste derrière. Il y aura aussi une question. 3 questions, on y répond, puis après, on prendra une deuxième volée de questions. Alors le micro ne marche pas. C'est bon. Merci. Bonjour monsieur le directeur. Je suis en 3e année de droit à la faculté d'Aix et je souhaiterais donc peut-être candidater à Sciences Po Aix pour les masters. Je voulais donc savoir quels étaient les critères d'admissibilité en première année de master. Très bien. Et monsieur ? Oui. Bon. Bonjour, merci. Une question très simple en fait. Est-ce qu'en pratique, les élèves qui rentrent en première année se retrouvent tous en 5e année ? Autrement dit, est-ce qu'il y a, bon, j'imagine qu'il y a une note minimum pour passer de l'une à l'autre, mais quelle est la pratique réelle, quoi ? Ok, très bien. Je laisse monsieur Biglione vous répondre. Alors, pour les 3 questions. Oui. Alors, les voies d'accès, alors ça risque d'être un petit peu long si on a 15 minutes à passer ensemble. Alors peut-être que je vous les indique dans les grandes lignes et ensuite on peut échanger. Vous pourrez avoir des informations sur les stands, voire à la réunion qui doit se tenir à 13h30, je crois, où on parlera du concours ensemble et des autres voies d'accès. Alors, de manière générale, le directeur vous l'a indiqué, nous vous proposons une voie d'accès commune à cette Sciences Po en première année, par la voie du concours écrit que vous connaissez sans doute tous. Nous avons un concours spécifique écrit avec un format comparable en 2e année, avec une trentaine de places et environ 300 à 400 candidats le présentent. Vous pouvez intégrer aussi Sciences Po Aix en 4e année. Alors ici, le format du concours est un petit peu différent. Il s'agit d'un recrutement sur dossier, suivi le cas échéant pour les candidats admissibles d'un entretien. Oui, dans les grandes lignes. Alors, vous avez le règlement du concours sur le site qui vous donnera un certain nombre d'indications. Alors, les critères retenus par le jury, ce sera l'excellence académique du dossier, la détention des prérequis en fonction du parcours de spécialisation que vous visez, l'ouverture à l'international. On vous demande un test de langue parce que les étudiants de Sciences Po étudient 2 langues vivantes étrangères, l'engagement sociétal est aussi pris en compte, et la pertinence de votre projet, et en lien avec votre motivation. Oui, après, il peut y avoir une pondération, c'est-à-dire que on peut avoir des étudiants qui ont une excellente expérience internationale, qui ont réussi le TOEIC, qui ont fait une année
Erasmus quelque part, qui ont des super bons résultats, qui ont un projet qui est clairement énoncé dans leur lettre de motivation et qui n'ont pas, qui n'ont pas travaillé pour une association, une ONG. Bon, enfin, c'est-à-dire que le jury se laisse la possibilité de pondérer évidemment les critères. À l'inverse, on peut avoir, c'est souvent le cas pour le master géostratégie, défense, sécurité internationale, des jeunes gens qui sont réservistes, par exemple, de l'armée de terre ou bon, et qui pensent que ça suffit. Ben non, c'est important, mais c'est pas ça qui fait qu'on va les sélectionner. On va être attentif à la qualité de leur dossier et aux autres critères. Et c'est évidemment là un critère qui peut être distinctif. Mais vous comprenez, monsieur, taux d'échec. Alors, je vais parler du taux de réussite. Il est proche de 100%. Proche de 100%, sachant qu'on a chaque année, sur les 160 étudiants de première année, une ou deux personnes qui nous quittent en cours d'année, comme vous l'a indiqué le directeur, parce qu'elles se ravisent, elles changent de projet. Mais on est dans des taux de réussite qui avoisinent les 97-98%. On parle évidemment du taux de réussite à la fin de la 5e année. Hein. On ne parle pas du taux de réussite au concours. Qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce point. Là aussi, ça n'est pas pour plomber l'ambiance, mais le concours de première année, c'est 12-13 000 candidats pour 1100 places, voilà, à l'échelle du réseau. Donc c'est un taux de sélection qui est assez sévère. Un peu moins de 10%. Le taux de sélection à notre concours propre de deuxième année, puisqu'il y a aussi une voie d'accès en deuxième année, est comparable. Hein. Il y a combien on avait 30 candidats et non, 30 places pour 400 candidats l'année dernière. Voilà, et le concours de quatrième année, c'est pareil, 650 candidats pour une quarantaine de places. Voilà, donc bon, la porte est étroite, mais on peut la franchir, sachant que sur 11 ou 12 000 candidats, vous avez, enfin c'est comme pour tous les concours, hein, vous avez peut-être 3 4 000 candidats qui ne se sont pas du tout préparés, qui se présentent comme ça, le nez au vent, 2 ou 3 000 qui se sont préparés mais pas sérieusement. Donc voilà, on n'a pas de statistiques très précises, mais c'est comme pour toutes les épreuves de ce type, il faut essayer de nuancer le propos. Voilà. Il peut y avoir 12 000 candidats, mais en réalité 5 ou 6 000 candidats très, très préparés, ce qui, évidemment, doit vous donner une lecture plus optimiste de vos chances. Question en bas. Y a-t-il des questions? Monsieur, tout au fond. Voilà. Ah, c'est madame, Bonjour. puis ensuite Oui, monsieur. Vous m'entendez? Je parlais de... Par rapport à ce que vous disiez. Ah oui, est-ce qu'on peut, que l'élève peut repasser le concours? Ok. Donc, autre question, monsieur derrière. Vous avez levé la main? Non? J'ai rêvé. Pas d'autres questions? Si, là, merci. Ma fille à côté de moi, elle est encore en première. Elle se renseigne une année à l'avance. Elle n'est pas encore en terminale. En test. Non. Ok. Troisième. Oui, un concours, un galop d'essai en quelque sorte. Ouais. D'accord. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Alors, au fond là-bas, madame. Oui, bonjour. Vous nous avez signalé qu'il n'y avait Parlez pas de... un peu plus fort, excusez-moi. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Bon, il n'y a pas de question bête, donc je vais poser ma question. Allez, je vous en prie. J'ai bien compris le concours d'entrée en première année pour les 7 Sciences Po. Oui. Moi, alors je débarque un peu aussi et j'arrive pas très bien à comprendre la relation entre les Sciences Po régionaux, provinciaux et Sciences Po Paris. Est-ce qu'il y a des ponts? Ok. Alors, je vais répondre à cette question et Monsieur Biguillon répondra aux deux autres. Il y a 10 Sciences Po en France. Historiquement, le premier, c'est Sciences Po Paris. Et puis, au fil du temps, il y en a 9 qui ont vu le jour en province. Bordeaux et Grenoble, Strasbourg
et puis tous les autres. Voilà. Nous, 56, c'est de manière échelonnée à compter de 1945. Je crois que c'est Strasbourg et Bordeaux qui sont les premiers à avoir été créés. Qu'est-ce que nous partageons à 10? La marque Sciences Po. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas disposer de cette marque librement. Nous ne pouvons pas la vendre, nous ne pouvons pas la dégrader, et nous avons une convention de marque entre nous qui nous incite à une certaine convergence de nos pratiques. Après, vous avez sur ces 10, Paris, Grenoble et Bordeaux qui sont restés autonomes dans l'organisation notamment de leur recrutement, et puis les 7 autres qui ont décidé de mettre en commun leur recrutement en première année. Voilà. Après, le modèle est à peu près comparable. Hein. Dans tous les IEP, vous avez une année de mobilité, dans tous les IEP, il y a de la pluridisciplinarité, et tous les IEP donnent un diplôme en 5 ans. Voilà. Alors, sur les questions... je vous vois faire ça, comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, des ponts, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la mutualisation qui permet à nos élèves d'aller dans l'un des 9 IEP de région. Voilà. Pas Paris, mais de région. Après, si un élève veut aller à Paris, il va à Paris. Mais il y va à la grâce de Dieu, quoi. Voilà. Enfin, nous, on ne l'encourage pas. Hein. On n'a pas le moyen de s'y opposer. Mais la mutualisation fonctionne entre les IEP de province. Voilà. Sachant que même pour cette mutualisation, l'étudiant aixois qui souhaite partir candidate, et il doit être retenu par le Sciences Po d'accueil. Alors pour la question de savoir combien de fois on peut passer le concours, alors si on reste simplement sur le concours de première année, on peut le passer formellement 2 fois. L'année du baccalauréat et l'année suivante. Alors, il n'est pas interdit à votre fille d'aller regarder les annales des concours et de repasser dans des conditions type concours, les concours des années précédentes. Hein. Mais en revanche, pas de possibilité de s'inscrire. Oui, nous avons déjà du mal à accueillir les 12 000 candidats, parce qu'il nous faut réserver des amphithéâtres à l'université, mobiliser des centaines de personnes pour la surveillance, pour la logistique. Donc, on ne peut pas organiser ce type de galop d'essai pour tous les élèves de première qui le souhaiteraient. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question sur le Bonjour. Voilà. J'ai une question sur le partenariat avec les universités à l'international dans le cadre de la mobilité. Est-ce qu'il y a des conventions qui régissent en fait les droits d'inscription comme je sais qu'Aix-Marseille, il y a des conventions. Absolument. Par exemple, avec, alors, je répète la question parce que je pense qu'en haut, on ne l'a pas entendu. Y a-t-il des conventions entre Sciences Po Aix et ses partenaires académiques à l'international, de manière à lisser les droits d'inscription? Je vous rassure, oui. Tous nos partenaires sont des partenaires conventionnés. Pour dire les choses très simplement, si vous allez à l'université d'État d'Indiana ou à l'université d'Austin, vous ne paierez pas les droits d'inscription à Austin ou à Indianapolis, Bloomington. Ça vous coûterait entre 40 et 60 000 euros pour l'année. Vous paierez les droits d'inscription à Aix-en-Provence, 980 euros. Voilà. Alors après, c'est arrivé au moins une fois. On a un étudiant qui avait voulu aller dans je ne sais plus quelle université américaine. Les partenariats que nous lui proposions ne lui convenaient pas. Bah, il est allé là où il voulait, mais il a payé. Ce n'est pas mon problème. Alors, juste les étudiants ambassadeurs, on a reçu une question, je me permets de vous la poser. Une dame qui demande pour sa fille, elle a des problèmes d'orthographe, donc est-ce qu'elle peut passer le concours quand même? Elle peut passer le concours, oui. Le réussir, c'est une autre question. Oui, alors le tiers-temps,
dès lors que cela relèverait d'une situation de handicap, lui est ouvert, mais elle sera évaluée dans les mêmes conditions, parce que les copies sont anonymes, que l'ensemble des autres candidats. Y avait-il d'autres... Une minute, monsieur. Y a-t-il d'autres questions qui viennent de la salle? Et après, je vous donnerai la parole, monsieur. Reprenez le micro. Y avait-il d'autres questions qui venaient de... Non, pour les ambassadeurs. Est-ce que d'autres personnes vous ont posé des questions dans d'autres salles? Non? Monsieur. Alors là, voilà. Oui, bonjour monsieur le directeur. Juste pour rebondir sur ce qui a été demandé tout à l'heure par rapport aux frais d'inscription sur les universités étrangères partenaires, est-ce que ça vaut pour tous les étudiants, quelle que soit leur nationalité, ou est-ce que ça ne vaut que pour les étudiants français, de nationalité française? Vous imaginez si on établissait des distinctions entre les nationalités de nos étudiants, je pense que nous devrions songer à fermer très rapidement cette maison parce que nous tomberions sous le coup de la loi. La France est un pays où on traite à égalité des gens qui sont objectivement dans une situation comparable. Donc évidemment, il n'y a pas du tout de distinction de cet ordre, y compris d'ailleurs pour un étudiant, je sais pas, un étudiant ou une étudiante libanaise qui irait faire sa mobilité, qui serait étudiante chez nous, en ayant cette nationalité, qui rentrerait au Liban pour y suivre une scolarité chez un de nos partenaires, voilà, ce serait le même régime, sans problème. Sans problème. Et ça me permet de dire aussi qu'il y a des systèmes de bourses. C'est-à-dire que pour les élèves qui circuleront en Europe, il y a les bourses Erasmus. Pour ceux qui circuleraient au-delà des frontières européennes, il y a des bourses qu'on appelle les PRAM. C'est des bourses d'aide à la mobilité qui sont accordées par le conseil régional, alors dans une certaine limite. Mais bon, il y a des aides. Et par ailleurs, je rappelle que les étudiants boursiers ne payent pas de droits d'inscription dans cette maison, comme d'ailleurs à l'université. Madame, oui. Deux dernières questions. Après. Alors moi, je voulais savoir si donc il y a un échec au concours d'entrée à Sciences Po en première année. Ma fille partait à l'étranger. Est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'il y a un parrainage ou un partenariat qui existe avec certaines facs étrangères pour revenir après faire sa maîtrise? Non. Non. Je me demandais si jamais on n'entre pas à Sciences Po en première année, s'il y a une possibilité de rentrer en master, et si oui, est-ce que vous avez des formations universitaires à conseiller pour rentrer en master? Des formations universitaires, des universités avec des licences à conseiller pour rentrer en master. Donc vous pouvez entrer en quatrième année, sachant que, comme le directeur vous l'a indiqué, lorsque vous entrez à Sciences Po, au bout de 5 ans, vous sortirez dans tous les cas avec au moins 2 diplômes. Un diplôme d'Aix-Marseille Université, diplôme national de master, et le diplôme de Sciences Po Aix qui vaut grade de master. L'accès en quatrième année s'opère sur ces 2 diplômes. Vous n'entrerez pas simplement en master, vous entrerez en master et en quatrième année de Sciences Po. Alors les licences, tout dépend du parcours. Je ne sais pas si vous avez regardé sur le site, mais vous aurez sur les stands à l'espace Philippe Seguin toutes les propositions qui vous sont faites par l'établissement. Tout dépend de la spécialisation que vous visez. Si vous souhaitez par exemple entrer en carrière publique, c'est une spécialisation qui est liée au droit public. Une licence en droit est la bienvenue. Si vous souhaitez entrer dans le master métier de l'information, c'est plutôt une licence en sciences politiques ou en communication. Si vous voulez intégrer le master géostratégie, défense, sécurité internationale, une licence en relations internationales, en sciences politiques ou en histoire. Donc ça dépend réellement de si vous n'entrez pas en première année avec ces 2 années de tronc commun qui vous amènent à vous spécialiser ensuite, tout dépend de la spécialisation que vous viserez. Et moi, pour prolonger ce que vous a indiqué le directeur également, il y a un aléa à chaque étape des procédures d'entrée. Donc il faut aussi sur une formation qui vous intéresse et qui vous permettra de vous insérer de la bonne manière sur le marché du travail. Parce que si après votre licence, que vous avez fait contrainte et forcée, vous n'accédez pas à un des parcours de Sciences Po, il faudra malgré tout prolonger votre formation dans ce master à l'université.
Oui, bonjour. Une dernière question. Quand il y a des enfants ont des aménagements au baccalauréat qui ont été acceptés, notamment donc l'ordinateur, est-ce que pour passer le concours, on peut avoir cet aménagement? Oui, alors est-ce que vous serez là à 13h30? Oui. Oui ou non? C'était pas prévu. Bon, je réponds, mais toutes les questions spécifiques au concours, on les abordera ensuite à 13h30 ici ou dans les autres salles qui sont dédiées. Oui, il faut simplement contacter, lorsque vous vous inscrivez au concours, il faut contacter l'organisme enfin le Sciences Po organisateur pour signaler et pour communiquer. On va vous demander les pièces justificatives, et si vous avez des aménagements au baccalauréat, ces aménagements sont prolongés pour le concours. Donc un ordinateur ou un tiers-temps par exemple. Bien, nous allons mettre un terme à cette séance. Je vous remercie de votre attention. Les visites vont commencer à 11 h et je vous le répète, nous sommes à votre disposition tout au long de la journée. Merci de votre attention.